Diaspora, opposition et violence, quel regard? C'est le thème du jour. Pour cela, je reçois 4 invités. Quel contexte? D'abord, le 26 janvier dernier, à Paris, l'ambassade du Cameroun a été saccagée par des manifestants prêts à en découdre. Ce n'est pas la première fois qu'une représentation officielle est attaquée. Déjà sur le continent, à Dakar, des partisans de pro-Gbagbo avaient déjà commis des mêmes crimes. Ou encore, l'ambassade de la République du Congo à Paris a elle aussi été attaquée, le Gabon, mais également le Rwanda. La violence peut-elle être considérée comme un phénomène récurrent dans la diaspora? La première personne à qui je vais m'adresser, c'est d'abord vous, Erigolf Kouachou. Je rappelle que vous êtes journaliste, correspondant permanent de Canal 2 International, mais également vous travaillez pour des médias comme LCI. En France, vous étiez sur les lieux du crime ce 26 janvier dernier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu déjà qui vous prévient, comment ça se passe? Ben écoutez, en tant que journaliste pigiste pour LCI, ce jour, je travaillais sur les Champs-Élysées comme depuis 13 semaines maintenant, avec la manifestation des Gilets jaunes. Donc j'ai fini ma vacation, je prends le chemin de chez moi. Et en route, j'ai un ami qui m'appelle, qui me dit là, on était à la manifestation, il y a un groupe, après les incidents qui se sont déroulés au Cameroun, il faisait allusion à la blessure qui a d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux de Maître Ndoki. L'événement qui avait lieu au Cameroun, justement, cette même journée. Et il m'informe qu'il y a un groupe qui veut aller à l'ambassade du Cameroun pas pour mettre du feu, mais pour manifester. Donc, c'est une information qu'il me donne. Moi, je continue chez moi. Et arrivé chez moi, je me rends compte, comme tout le monde sur Facebook, qui sont à l'ambassade. Et ils sont dans l'ambassade. Donc, 20 minutes après, je suis à l'ambassade. Et j'entre comme tout le monde. Enfin, j'avoue qu'au tout début, j'étais choqué. Quand vous arrivez dans l'ambassade, tout de suite, est-ce qu'il y a déjà des dégâts? Qu'est-ce qui se passe? Quand j'arrive à l'ambassade, tout de suite, effectivement, il y a déjà des dégâts. Il y a des photos à l'effigie du chef de l'État qui sont saccagées, qui sont au sol. Et le premier constat que j'ai fait, c'est qu'à notre gauche, quand on entre à l'ambassade, on a le bureau de la sécurité. Je me rends compte que c'est cassé et qu'il y a du monde à l'intérieur. Je ne prête vraiment pas attention. J'allume ma caméra tout de suite. Je commence à faire des images et je me rends compte que le hall de l'ambassade est envahi, que l'espace du consulat où on délivre les visas, les documents sont envahis, les manifestants ont tout cassé. Bon, pour l'instant, franchement, je ne mesure pas encore l'ampleur de l'événement, parce que je ne suis pas encore monté. Tout de suite, je commande les images parce qu'il faut être à l'antenne à 20 h. Et déjà, les dégâts étaient impressionnants parce que tout était cassé, le service de l'état civil était vandalisé, saccagé. Là, on aurait rez-de-chaussée, la sécurité, le bureau du chef service de renseignement Angola était ouvert. Je suis entré, c'était saccagé et j'ai commencé à faire des images parce qu'il fallait être à l'antenne à 20 h. Donc, et après, au fur et à mesure que j'avançais, j'ai constaté les dégâts comme tout le monde. Très bien. On va revenir un peu sur ces images, effectivement. Donc les images, je rappelle que vous avez réalisées. C'est important de vous avoir parce que vous êtes journaliste. Effectivement, vous l'avez dit, il y a eu énormément d'appels, en tout cas, qui ont été lancés via les réseaux sociaux. Et puis, sur place, vous constatez l'ampleur des dégâts. Je vais continuer avec mes autres invités ici sur la table. Francis Capindé, je rappelle que vous êtes journaliste politique, professeur à Sciences Po. Vous êtes également l'ancien rédacteur en chef du Monde Afrique. Vous êtes au fait de cette actualité politique. Là, on a très récemment, donc en janvier, l'ambassade du Cameroun à Paris qui est saccagée. Quel est votre sentiment face à cette violence? La première question que je me pose, c'est pourquoi cette ambassade-là? Pourquoi également l'ambassade du Gabon, du Congo-Brazza? Ça a une signification. Et pourquoi on ne s'attaque pas à l'ambassade de l'île Maurice à Paris? Pourquoi pas à l'ambassade du Ghana? Pourquoi pas à l'ambassade du Cap-Vert? Ça veut dire qu'il y a un problème au Cameroun, il y a un problème au Congo, au Gabon. Donc il faut s'attaquer à ces problèmes-là. Ceci dit, je condamne toute mise à sac d'une chancellerie étrangère parce que c'est condamné par les conventions internationales, condamné par la loi. Mais il faut s'attaquer au nœud du problème. Le vrai problème, c'est ce qui se passe peut-être au Cameroun. Peut-être qu'il y a trop d'injustice sociale, peut-être qu'il y a trop d'injustice politique, peut-être que le pouvoir est quand même assez
commence à est passé, que le président est assez âgé, que ça fait trop longtemps peut-être qu'il est au pouvoir et qu'il y a une usure de son règne et qu'il est temps peut-être de penser à passer la main. Alors, ce qui est important également, que moi je dois signaler, c'est que le combat se passe au pays, pour moi. Les Burkinabés n'auraient jamais réussi à déboulonner le baobab qui était Blaise Compaoré en faisant des manifs 4 étoiles à Paris. Ce qu'il faut, c'est se battre au Cameroun, se battre au Gabon, se battre... Et c'est tellement vrai que je me demande pourquoi cette habitude d'Afrique centrale, parce qu'on est sur une chaîne qui est regardée en Afrique centrale, pourquoi beaucoup de nos frères d'Afrique centrale se battent à Paris, à Londres, à Berlin. Pour moi, le combat principal se mène au pays. Il a, en dépit de la répression, en dépit du système qui est en place, qui est vieillissant, il faut porter le couteau dans la plaie au Cameroun. Très bien. Ça me permet d'aller sur la deuxième question. Vous avez signalé que c'est surtout les pays d'Afrique centrale, donc les diasporas d'Afrique centrale qui réagissent hors du continent. Est-ce qu'on peut considérer que cette violence est orientée uniquement contre les pouvoirs en place ? Je pense pour l'essentiel, c'est pas pour les questions de bourse comme nous. C'est la violence contre quoi finalement? C'est la violence contre des systèmes prédateurs. C'est la violence contre des systèmes qui tendent à perdurer. Pour certains autres pays, c'est la violence d'une famille. La violence est instaurée par une famille qui dirige de père en fils des systèmes dynastiques qui sont installés à la tête de l'État. Je vous ferai remarquer que dans un pays comme le Burkina Faso, Blaise Compaoré a été tenté de placer son frère à la tête de l'État. Vous voyez, le problème, c'est que ça ne marche pas dans certains de nos pays. Et qu'il y a une réflexion à mener de l'intérieur. Les diasporas sont importantes. Pourquoi les diasporas? D'abord, participent au financement de nos pays, parce qu'il y a beaucoup de transferts de fonds. Les diasporas, intellectuellement, aussi participent à donner de l'éclat au pays à l'étranger. Vous savez, c'est tellement vrai que l'Union africaine a fait de la diaspora la 6e région naturelle de l'Afrique. Donc, les diasporas sont importantes. Mais saccager une ambassade, moi, je suis un peu réservé. Les manifs existent, on peut faire des sit-ins, on peut faire des manifs devant l'ambassade, devant les chancelleries étrangères, devant le Quai d'Orsay, mais je ne vois pas ce que ça rapporte de saccager. C'est l'expression d'une violence sociale au pays, mais je suis très réservé sur cette méthode et je doute de son effectivité, de son efficience. Très bien. Émile Boyogueno, je rappelle que vous êtes historien et sociologue, comme nous tous, vous avez vu ces images. Est-ce qu'on peut considérer désormais que la violence dans les diasporas est un phénomène récurrent? Oui, c'est un phénomène récurrent dans l'histoire, parce que ce n'est pas nouveau ce qui se passe aujourd'hui. Ça se passe peut-être avec un peu plus de violence, certainement avec une ubiquité rare, parce que c'est diffusé de façon instantanée à l'autre bout de la Terre. Par contre, c'est vieux, c'est très vieux. En 1900, dans l'entre-deux-guerres, il y avait déjà de telles rencontres ici à Paris. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a vu de telles rencontres également d'Africains qui se mobilisaient pour plus de droits décolonisés et plus tard pour les indépendances. Au lendemain des indépendances, on a d'autres mouvements, donc c'est assez vieux. Ce qui est intéressant ici, c'est davantage l'usage de ces réseaux sociaux qui, en plus des métropoles, donc de ces capitales occidentales, qui sont des lieux de démocratie, où moins on pratique un relatif état de droit, donc un respect des droits de l'homme, un respect de la possibilité de manifester, procurent donc aux immigrés, qui ne sont pas nécessairement des immigrés politiques, qui parfois sont des immigrés économiques, et qui donc ont un espace de liberté. Alors, à cet espace de liberté réel est assorti à un espace de liberté virtuelle qui est Internet, avec ses réseaux sociaux, et qui offre la possibilité, grâce à l'anonymat, un anonymat relatif également, et l'ubiquité de multiplier des saillies. Alors, ces saillies ont, par leur anonymat justement, favorisé une forme de violence, des propos que personne, du moins très peu de personnes, assument finalement. Mais c'est intéressant de regarder cela, c'est intéressant de regarder cette colère-là, d'où elle vient, qu'est-ce qui la produit, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elle ne
n'entraîne pas des dégâts, qu'elle n'entraîne pas des dommages. Comme on l'a vu un peu récemment, on a vu qu'il y a des saillies de tribalisme, il y a des propos assez violents qui sont capables de porter une atteinte forte à la construction de ces États qui ne sont pas encore réellement des nations. Voilà. Oui, pour rebondir sur ce que Nick vient de dire, qui est très intéressant, c'est que la démocratie virtuelle sert également en Afrique parce qu'elle n'a pas de frontières. C'est-à-dire, on ne peut pas l'utiliser uniquement dans les pays occidentaux où il y a une démocratie relative, comme tu disais tout à l'heure. Au Burkina Faso, les réseaux sociaux ont beaucoup joué dans la défaite de la chute de Blaise Compaoré. Parce que le mouvement citoyen, donc le ballet citoyen, là-bas a utilisé Twitter, Facebook, et avec la téléphonie cellulaire, le mariage entre les réseaux sociaux et la téléphonie, ça a permis de l'enlever. Ce à quoi les militaires n'ont jamais, les militaires burkinabés n'ont jamais réussi à renverser ce monsieur, les syndicalistes n'ont jamais réussi, les partis politiques classiques n'ont jamais réussi. Il a fallu une bande de jeunes dirigés par un rasta et un rappeur, pour renverser Blaise Compaoré, grâce à cette démocratie virtuelle. Donc, elle n'est pas utilisée seulement en France, par exemple, pour le cas de l'ambassade du Cameroun. Il faut l'utiliser également chez nous, parce que on a Internet, on a le haut débit à disposition au Cameroun, au Gabon, au Bénin et ailleurs. Alors, pour revenir justement sur les réseaux sociaux, avant de passer la parole d'abord à Eric Golfe-Kouachou, ensuite je rappelle que nous sommes avec Charlie Coyou, qui est donc avocat au barreau de Paris, qui nous parlera longuement des conséquences. On a parlé, hein, en tout cas en préparant cette émission, déjà première chose, c'est qu'on a invité énormément de personnes qui nous ont dit on ne veut pas venir parler de ça parce que sur Internet, le fait que l'ambassade du Cameroun ait été saccagée, c'est déjà une violence et on ne veut pas être des complotistes. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on parle de cybercombattants, d'africtivistes, on parle de résistance numérique. Mais finalement, la réalité, c'est tout autre chose. Quand on est sur Internet et qu'on décide quand même effectivement de lever les foules et dans la vraie vie, et finalement, il n'y a plus de frontières. Moi, je sais que de mon époque, je ne suis pas si vieux que ça, on manifestait devant l'ambassade d'Afrique du Sud à Paris contre l'apartheid. On n'a jamais mis à sac l'ambassade d'Afrique du Sud. On n'aurait pas pu d'ailleurs, parce qu'il y avait une protection qui était assurée par l'État français. On a manifesté, il y a d'autres modes de manifestation. Mais maintenant, grâce aux réseaux sociaux, nous, on n'avait pas l'Internet, on n'avait pas les smartphones et tout. C'est vrai que les jeunes sont beaucoup plus dynamiques, ils sont adaptés à cet environnement-là, et que beaucoup de chefs d'État qui ont passé leur temps à scruter, à espionner, à suivre les opposants classiques et les syndicats d'opposition, ils sont un peu perdus face à cette nouvelle réalité. Au début, ils n'ont rien compris. Les services d'intelligence de nos États n'ont rien compris à cela. Moi, je me souviens que plusieurs chefs d'État me disent « Oui, c'est des petits zozos, ces gens-là ». Parce qu'ils ne pensaient pas que ça pouvait prendre et que ces jeunes pouvaient s'organiser, se mobiliser, lancer des mots d'ordre grâce à un téléphone, grâce à dans des cybercafés. Donc, vous voyez, la donne a changé. Les vieux présidents ont mis du temps à s'y adapter. Maintenant, bon, je pense qu'ils ont les moyens d'y faire face. Puisque eux-mêmes, maintenant, créent des officines d'où partent des rumeurs, d'où part la contre-révolution, si je puis dire. Très bien. Eric Golfe, alors on va revenir hein, sur la description de cet événement ce soir-là. Heureusement, vous étiez sur place, vous êtes un professionnel de l'information. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas craindre ces personnes qui diffusent des informations de façon spontanée sur les réseaux sociaux et qui vont justement commettre ce type d'actes? Bien évidemment, il faut craindre ces personnes parce que ces personnes ont un réel pouvoir. La preuve, ils ont appelé à marcher sur les ambassades. Il faut rappeler qu'ils ont marché à l'ambassade de France, à l'ambassade en Belgique, en Allemagne et en Belgique aussi. Ils n'ont juste pas réussi à entrer à l'ambassade de Belgique parce que le portail était sécurisé, était verrouillé. Mais ils ont essayé. Ils ont essayé à Londres. À Londres, ils ont croisé la police qui avait pris disposition, mais ça n'a pas empêché de manifester. Donc, ces gens, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, ils ont un vrai pouvoir de mobilisation. Pour parler de ceux qui ont lancé ce mot d'ordre, notamment la BAS, la brigade anti-Sardina, c'est des jeunes qui ne se connaissaient pas, qui ne se sont jamais rencontrés, mais aujourd'hui, ils ont créé une plateforme Internet et animent cette plateforme à travers le monde entier. Vous avez la BAS à Londres, aux États-Unis, en Afrique, au Cameroun, en France, et
ils se coordonnent, ils appellent aux marches, et les gens viennent, ils appellent, ils donnent des mots d'ordre. Sur les réseaux sociaux, certains respectent, ça ne marche pas. C'est pas toujours le cas parce que ils ont d'ailleurs appelé à boycotter le 11 février qui est la fête de la jeunesse au Cameroun. Ça n'a pas eu d'écho, mais en France, ça marche. Là, ils ont appelé à boycotter le 8 mars. Ils ont interdit aux femmes de la diaspora de porter les pagnes du 8 mars ce jour pour boycotter cet événement qu'ils considèrent comme un événement qui distrait les Camerounais et les Camerounaises. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes se posent la question dans la diaspora, est-ce que je dois porter mon pagne ou pas? Parce qu'elles craignent justement d'être brutalisées, d'être agressées. Donc ces gens, il faut les craindre. D'accord. Alors vous nous racontiez hors caméra tout à l'heure que quand vous êtes arrivé donc à l'ambassade, combien de temps a mis la police à arriver? Et finalement, on a beaucoup d'informations qui ne sont forcément pas des bonnes informations. Qui a été arrêté et qui n'a pas été arrêté? Personne n'a été arrêté. Je suis le seul qui a été interpellé par la gendarmerie parce qu'ils ont estimé que j'ai forcé un barrage, voilà, c'était pas pour les faits de violence à l'ambassade, parce que les gendarmes voulaient me mettre dans le même panier, si je peux utiliser cette expression, comme les casseurs. Je leur ai dit que non, je suis journaliste, je suis là pour couvrir cet événement. Et puis un gendarme qui a voulu vraiment que je reste avec les manifestants, et je me suis opposé et il m'a accusé de rébellion. Donc c'est ce cas-là que j'ai arrêté. Mais par contre, tous ceux qui sortaient de l'ambassade, les gendarmes les interceptaient et ils prenaient leur nom. Après, bien évidemment, les gens donnaient les faux noms parce qu'on ne vérifiait pas les identités. Donc il y avait des gens qui s'appelaient Pierre, qui donnaient Eric. Personne n'était à contrôler. Et il faut noter aussi que les gendarmes étaient un peu fatigués parce qu'eux-mêmes le disaient, ils avaient travaillé toute la journée sur les gilets jaunes. Voilà. Bon, ils ont mis combien de temps à arriver? Quand je suis arrivé, il y avait déjà la police. Et il faut rappeler que moi, pour entrer dans l'ambassade, j'ai pris, voilà, c'était pas obligé, mais il fallait me faire identifier. Je suis allé voir le commandant de police qui gérait le dispositif. Je me suis présenté à lui, il m'a laissé entrer. Il y avait le personnel de l'ambassade, tous étaient à l'extérieur. Ils pouvaient bien évidemment entrer, mais ils ne sont pas entrés parce que peut-être ils avaient peur pour leur sécurité. Et vous savez, une fois que les gens sont à l'intérieur, ça change tout. Parce que là, ils sont sur le territoire camerounais. Vous imaginez la violence d'avoir un policier français aller dans l'ambassade, intercepter un Camerounais, arrêter un Camerounais ou brutaliser un Camerounais. Vous imaginez la violence diplomatique que cette image pouvait donner. Donc, il y a eu le temps de la procédure. La procédure veut que pour intervenir à l'ambassade du Cameroun, qui est un territoire camerounais, le ministère des Relations extérieures du Cameroun, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, sollicite officiellement le Quai d'Orsay pour demander une aide à la France d'intervenir sur son territoire. Sauf que ça, ce n'est pas un coup de fil. C'est une note verbale, ça prend du temps. Une fois que cet aspect est réglé, il faudrait que le Quai d'Orsay interpelle le ministère des Affaires étrangères pour mettre à la disposition de l'ambassade du personnel. Ce qui a été fait au ministère des Affaires étrangères ce jour. C'était un samedi des Gilets jaunes, un samedi violent d'ailleurs. Ils ont pris du temps pour trouver une équipe. Il y a deux équipes de gendarmerie, deux pelotons de gendarmerie qui sont arrivés. Ils ont pris le commandement qui était géré par la police. Et puis, ils entrent, il n'y avait pas ordre de brutaliser, il fallait juste faire sortir les gens. Et ça, il faut négocier. Parce qu'on a eu la chance que ceux qui étaient à l'intérieur n'ont pas opposé de résistance. Hein. Ils sont sortis, ils auraient pu. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé, d'où le temps qu'on a observé pour l'intervention. Alors que les gens disent beaucoup de choses, mais voilà un peu la réalité de terrain. Très bien. Alors, avant qu'on continue, je propose que l'on regarde, donc comme on l'a dit en propos introductif, il n'y a pas que l'ambassade du Cameroun à Paris qui a été saccagée. Déjà, l'ambassade du Congo, de la République du Congo avait été saccagée par des manifestants. Et puis aussi, les opposants donc, de la diaspora congolaise avaient décidé d'envahir les Champs-Élysées. Je vous propose que l'on regarde cette vidéo et ensuite, on revient sur ce plateau. Il regarde. Les organisateurs ils manifestaient que faut mettre tamboula, il y a que spontané, parce que vous êtes obligé d'accompagner Beth Nanzila, parce que ça va être qui motivé, même manifester mingi. Pour une expérience, vous avez une façon. Il y a que spontané, parce que ça va accompagner Beto. Il y a que spontané, ben pouvoir en avoir. L'union de notre nation, oublions ce qui nous divise, soyons tous unis que jamais. Vivons tous notre devise, unité, travail, progrès. Vivons tous notre devise, unité, travail, progrès. Nous tout vraiment.
Alors, je suis du Congo-Brazzaville, plus précisément de Mongali à Brazzaville. Donc ça, c'est une journée de manifestation à l'ambassade. Ils veulent nous cantonner à l'ambassade là-bas pour ne pas que le peuple français soit au courant de tout ce que ça est en train de faire en ce net moment. Là, en ce net moment, à Brazzaville, à Pointe-Noire, dans toutes les villes du Congo, il est en train de tirer sur la population. Il y a eu trop de morts depuis tout ce temps-là. Moi qui vous parle, j'ai quitté Brazzaville en 98 parce qu'il y a eu une guerre sanglante. En 97-98, ma mère a été assassinée, a été tuée à Mindouli, une balle dans la tête, alors qu'elle est sage-femme et n'avait rien à voir avec tout ça. Sassou a trop fait des dégâts dans toutes les familles. C'est pour ça qu'on dit tout simplement que ça suffit. Aujourd'hui, mes enfants demandent à chaque fois à leur grand-mère. C'est pas possible. Et c'est le cas dans toutes les familles. Vraiment, Sassou, tu vas continuer vraiment à faire ça. Tu n'as pas pitié vraiment de nous. Tu n'as pas pitié des Congolais pour une histoire de pouvoir. Tu es notre père de nation. Aie pitié de ton peuple. Ne cherche pas à ce que le sang se verse encore. Et donc, quitte avec élégance et quitte, on sera fiers de toi. Mon frère, tu vas partir. Et le Congo n'appartient pas au Nguesso. Je m'adresse au Nguesso Bino. Boyebinga. Boyebinga, vous connaissez très bien qui je suis. Donc, militaire Bozo Kende, vous êtes en train de partir. Bozo Kende. Les Nguesso, là, je m'adresse au Nguesso. Tous les enfants Nguesso. Bozo Kende. Boyebinga, très bien. Vous savez qui je suis. Vous allez partir. Ça se doit dégager. Au bombi trop bateau. C'est la fin. Ingeta peuple congolais, bon tellement. Bon tikate, bon tellement. On est avec vous, Ingeta. C'est le dernier jour de Sassou aujourd'hui. Il doit démissionner. Donc le peuple, levez-vous, bon tellement. Jusqu'à la mort, le lo faut kende. Mon colonel Souka Ezal lelo. Il faut kende lelo yo lelo. Mandat naye et sili lelo. Si vous voyez bien noté, mandat naye et sili lelo. Lelo faut kende. Donc Sassou de tel million. Bisoye. Je ne me cache pas de vous, je me cache de personne. Nous, on est là pour défendre le Congo. Congo, les lois, tel ami la porte, tel ami la mboka, pour s'asseoir comme on conduit. Donc, les lois, fin final, on est au champ de Mars, on est au Champs-Élysées. On a marché de l'ambassade jusqu'au Champs-Élysées, ici, là. Il y a la police, regardez. Ils sont tous là, il y a la police là. Donc, Sassou, dernier jour, il y a les lots. Mon colonel Soukaza, les lots. Peuple congolais, Sinaliwa. Comment cela se fait que moi je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo à Brazzaville, je suis venu en France à l'âge de 20 ans et je me sens plus intégrée en France qu'au Congo. Parce que j'ai vécu au Congo, mais finalement la France, ça m'a plus apporté que mon propre pays d'origine. Et ça, je me dis, c'est pas normal parce que quand je vais au Congo, j'ai parfois l'impression d'être une étrangère. Et c'est vrai que je suis entre les deux cultures, je suis congolaise et française, mais parfois j'ai l'impression d'être plus française. Et à un moment même ici, il y a mes compatriotes qui me disent que je suis plus francisée. Alors que c'est pas vrai, c'est juste qu'à un moment parfois, la politique menée au Congo me dégoûte. Et moi j'ai envie pour mes compatriotes, pour les autres Congolais qui sont restés là-bas, que la politique change, que tout le monde ne soit pas obligé de venir en France pour réussir. À un moment, il faut qu'on se dise, chez nous aussi, on peut réussir. Nous, en tant que diaspora et en tant que résistants,
nous disons qu'il n'y aura pas de référendum au Congo pour le changement de la constitution, pour lui permettre de briguer un 3e mandat. Voilà, il a fait ces 2 mandats, ce qui lui autorisait la constitution. Maintenant, il faut qu'il s'en aille. Aujourd'hui, ça fait 32 ans de pouvoir, vous ne faites rien. J'espère que tout le monde me connaisse. Je suis le fils de l'ex-président du Congo-Brazzaville. Je me présente aujourd'hui avec toute la population congolaise pour se battre, pour unité et congrès, délivrer le Congo de l'esclavage. Je vais encore passer le message à Lingala pour que tout le monde puisse écouter. Peuple congolais, ngande ko na bino lisubanga yoyo. Na leki na media koloba na bino ke bino tubo telema. Biso ba combattant to telemi po na bino, to sacrifier vie, société nanga bakangi. Donc je me lève ici pour le peuple congolais. 3, 4, 5 avec un équipe de 6. Non, monsieur ne veut pas. 6. 7 ici. 7. Allez-y, monsieur. 7. Ah, moi je suis à 10e. 7, 8 et juste 9. Non. 9, c'est parfait. 9 et la 10e. Merci madame. Bonne journée. Bonne journée. La photographe, elle est partie. Tu vas brûler là. À terre. On sera là chaque semaine désormais. Voilà. Tu vas brûler toi, tu vas brûler. Attention. Pose à terre. Venez brûler d'abord. Parce que c'est un dictateur. Au fond d'eux, voilà, Jeune Afrique, la honte de la France. Jeune Afrique, Hollande a été corrompu. Hollande corrompu. À terre. Le COP est devenu le COP de sang. Démissionnaire de Jeune Afrique. Regardez le journal de merde. Voilà. Alors nous sommes là, comme vous le voyez, c'est pour brûler, incinérer ce journal-là. Ce journal qui nous fait tellement de mal. Ce journal qui a fait que nos enfants meurent. Nos enfants n'ont pas de soins, n'ont pas de cours, n'ont pas de table de bord, il n'y a pas d'eau. Et que ce Soudan, avec son Jeune Afrique, gagne 1 million d'euros par an pour soutenir Sassou. Et que sa femme a 15 hectares de terrain offerts par Sassou, qui fait payer, elle fait payer 3 000 euros par an aux pauvres enfants congolais pour mieux piller le Congo. Donc nous avons décidé que ce Soudan n'est plus un grand frère. Ce n'est pas un journaliste, c'est un alimentaire qui est d'actier. On en veut pas. Il y a quelques mois déjà, le grand frère Mediapart nous avait lancé Jeune Afrique et Soudan. Donc que ça soit un message pour eux. On vient de brûler des journaux. On les a achetés avec notre argent. Ça c'est le choc des Congolais que M. Soudan. Monsieur Soudan a fait des Jeunes Afrique une presse poubelle. Monsieur Soudan a fait des Jeunes Afrique une presse poubelle. Il touche 1 million d'euros par an, la prime de sang. On brûle le quotidien Jeune Afrique qui fait mal aux Congolais, qui masque les faits au Congo-Brazzaville. Il y a des tueries, des emprisonnements politiques que Jeune Afrique masque au Congo. Nous brûlons ce journal qui est devenu un journal de propagande. Voilà. Journal de merde de la honte qui n'a pas de valeur. C'est la neutralité. Jeune Afrique. L'argent du sang, un journal du sang. Le sang des innocents. C'est la merde. On va faire une carotte. Les gars. Viens, on fait une carotte. Nyaka Soudan tika nyoka. Nyaka Soudan. Bana Congo to nyaka nani. Nyaka Soudan tika nyoka. Nyaka Soudan. Bana Congo to nyaka nani. Soudan. Jeune Afrique. Nyaka Soudan tika nyoka. Nyaka Soudan. Bana Congo to nyaka nani. Nyaka. Jeune Afrique. Nyaka Soudan tika nyoka. Nyaka Soudan. Bana Congo to nyaka nani. Nyaka Soudan tika nyoka. Nyaka Soudan. Bana Congo to nyaka nani. Nyaka Soudan tika nyoka. Nyaka Soudan.
Alors voilà, messieurs, on a vu, c'est effectivement des événements qui datent quand même de quelques années. Les opposants congolais donc, qui décident de manifester sur les Champs-Élysées pour dire non au changement de constitution qui devait intervenir en 2016. Et là, effectivement, il y a la police française qui également les repousse. Comme décrivait donc, mon collègue sur ce plateau, Éric Golfe Kouachou, qui intervient de façon pacifique. J'ai envie de vous demander, Francis, est-ce qu'aujourd'hui, face à autant de violence, est-ce que finalement, uniquement, il faut répondre par des moyens passifs? Est-ce que ça suffit? Le tout dépend des objectifs fixés, enfin que se sont fixés les manifestants. Que veulent-ils? Libérer la France de Macron? Je ne crois pas que ce soit le cas. À l'époque, ce n'était pas Macron. Mais bon. Qu'ils veulent enlever leur chef d'État, où ils estiment que ils doivent informer la communauté dite internationale de ce qui se passe au Congo, ou au Cameroun, ou au Gabon. Mais si informer, ok, il y a un moment pour l'information. L'information, vous pouvez la faire en saisissant les canaux diplomatiques, en faisant des manifestations pacifiques dans la rue, tant que vous n'êtes pas chez vous. Mais les vraies manifestations doivent avoir lieu au pays. Je me souviens, il y a eu quelques années, à Douala, ça avait, les jeunes villes mortes. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire pression de l'intérieur. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut le faire. Tous les grands pays se sont libérés comme ça. Il y a un prix à payer pour la démocratie. Et ce prix, ça se paye au pays. Il y a des gens qui doivent continuer d'informer la communauté internationale, les Nations Unies, le gouvernement français, puisque la France n'a pas colonisé le Cameroun, mais quand même a géré ce pays. Informer le gouvernement allemand, Bruxelles, où se situe le siège de l'Union européenne. Tout ça, c'est important. Informer les chancelleries étrangères. Mais ce qui est important pour les Camerounais, pour les Gabonais, les Congolais, c'est la lutte au pays. Et la lutte au pays, ça ne veut pas dire de la violence obligatoirement. Ça veut dire également essayer de faire des sit-ins pacifiques, même si il y a la répression qui s'abat sur eux. Essayer, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je ne crois pas à une lutte à l'extérieur d'un pays. Aujourd'hui, ça ne sert à rien, ça sert juste à informer les autres, mais ils le savent. Ces ambassades ont des espions, ont des canaux d'information, ils ont des ambassades dans nos pays où il y a un chargé du renseignement et tout. Donc, ils savent ce qui se passe exactement. Ils savent mieux que nous, d'ailleurs, ce qui se passe dans nos pays. Donc, ces gens-là sont informés. Ce qu'il faut, c'est au pays organiser la lutte de manière stratégique, de manière intensive, de manière continue, jusqu'à ce qu'il y ait une ouverture qui ait plus de démocratie. Très bien. Émile, avant que vous rebondissiez, est-ce que ce n'est pas un logiciel qui est quand même un logiciel finalement qui est daté aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une diaspora dans l'opposition qui se dit qu'il faut forcément interpeller la communauté internationale sur des problèmes qui concernent des pays qui sont à l'étranger. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne doit pas changer, justement? Qu'il ne doit pas y avoir une mutation aussi dans les façons de manifester et de revendiquer? Alors, je pense que quand on manifeste, c'est parce qu'il y a une colère réelle qu'on veut exprimer. Et qu'il est peut-être difficile d'exprimer si on est chez soi. Une fois qu'on a dit cela, il faut s'interroger sur l'efficacité du moyen d'action sociale, du moyen d'action collectif qu'on a choisi. C'est-à-dire que quand on décide d'aller manifester devant une ambassade, manifester dans les rues des capitales occidentales, qu'est-ce que ça produit finalement comme effet? C'est-à-dire que si on est un porteur de mouvement social, quelle est l'efficacité de cela? Quand on regarde bien historiquement, on ne voit pas beaucoup d'actions qui, à Paris, ont contribué ont permis vraiment aux porteurs d'atteindre l'objectif qu'ils se sont assignés. Donc peut-être qu'ils devraient revoir leur logiciel de ce point de vue-là, parce que si en manifestant, l'objectif c'est simplement d'inscrire à l'agenda de l'opinion publique internationale les questions de démocratie ou de droits de l'homme qui se posent dans ces contrées, quand je dis des contrées, je désigne toutes celles dont nous parlons aujourd'hui, à savoir le Congo, enfin c'est de l'Afrique centrale, et éventuellement le Togo, éventuellement. Bien sûr, oui. On voit que ça produit très peu d'effets parce que c'est déjà à l'agenda. Ou, finalement, ça n'intéresse pas vraiment les citoyens français. Parce qu'ils sont pris à témoin, mais ça ne les intéresse pas vraiment. Au contraire, ça dessert beaucoup ces citoyens qui veulent une meilleure gouvernance et éventuellement le développement de leur pays. Pourquoi? Parce que ça produit une très mauvaise image du pays. Quand on voit des manifestants affublés d'un drapeau africain qui bloquent les rues les samedis
ou les dimanches, quand des gens ont besoin de sortir, à la fin, ils retiennent simplement que ces personnes sont porteurs de violence. Ce drapeau est le drapeau d'un pays porteur de violence, et puis on n'a pas envie d'y aller. Ça participe de la construction d'une image plutôt négative. À mon avis, ce qui marche, d'une part, en amont des manifestations, c'est d'abord d'utiliser les formes d'action politique qui sont juridiquement acceptées. Il fallait participer aux élections. Quand je regarde la marche, les différentes manifestations, je vois qu'il y a plus de personnes que manifestées, pour le cas du Cameroun, que des personnes qui ont voté. Le bureau de vote de Paris-Nord, pour prendre le cas du Cameroun, Paris-Nord, c'est le but de l'ambassade à Paris, on est à environ moins de 1000 votants. Mais quand on regarde le nombre de manifestants, on peut s'interroger, où étaient-ils pour voter ce jour-là? Pourquoi n'ont-ils pas exprimé leur droit ce jour-là? Donc, en amont de la manifestation, il faut utiliser les modes d'action juridiquement acceptés. Premier point. Second point, il faut s'interroger sur les moyens d'action. Une fois qu'on envisage qu'on aurait été spolié d'une victoire éventuelle, il faut s'interroger sur les modes d'action. J'apprends qu'ils interdisent le 11 février, quand on se rappelle de l'histoire du Cameroun, le 11 février n'est pas une date... elle est porteuse de symboles, cette date-là. Quand on parle du 8 mars, de l'interdiction du 8 mars, interdire aux femmes de manifester leur droit à l'égalité, c'est se tirer une balle sur le pied. Pourquoi? Parce que vous refusez aux femmes le droit pour lequel vous manifestez, en fait. Et donc, ça ne sert pas le mouvement. Surtout quand on sait que nos contrées ont plus de femmes et donc potentiellement plus d'électrices qu'électeurs, il serait bien d'avoir des formes d'action collective qui, soient conformes juridiquement, et qui soient efficaces. Donc, un peu plus de lobbying, et, comme disait M. Patinet tout à l'heure, aller le faire sur place, in situ. Bon, c'est effectivement facile de le dire d'ici, mais je pense que c'est plus efficace de le faire de l'intérieur que de le faire ici dans les des rues bords de de la Paris. Je partage vraiment pas cet avis, dans la mesure où justement je suis en train de préparer un documentaire sur ce mouvement, et contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, c'est une branche, la manifestation brutale est une branche de ce mouvement et qui continue. Il y a le lobbying à côté. Ils ont été reçus pour la base à Brigante-Sardina à l'Assemblée nationale. Ils ont demandé à être reçus à l'Assemblée nationale. Ils ont été reçus par les représentants de la France insoumise et des communistes. Ils ont été reçus à l'Assemblée. Ils vont être reçus au Sénat. Ils ont demandé à être reçus par le président du groupe franco-camerounais à l'Assemblée nationale. Puisqu'il me connaît. Ils seront même reçus à l'ONU, mais ça ne produira rien. Non, j'arrive. Je t'explique pourquoi. Pourquoi ça arrive. Eric, quel est l'objectif? Je suis obligé de vous interrompre, Eric. Ils seront reçus à l'ONU, ça ne apportera rien. Je travaille avec des Gabonais. J'ai pu observer un groupe gabonais qui, depuis les élections, manifeste vraiment et de façon très forte, et qui ont conduit des actions. Non, dis que ça ne produira rien, je ne suis pas d'avis. Si tu m'avais laissé terminer. Plusieurs années, apprenez où? Si tu m'avais laissé à l'eau au bout de mon raisonnement, tu aurais compris que ça produit. Parce qu'ils manifestent, l'objectif c'est quoi? Eux l'ont dit, c'est clair, c'est sur Facebook, ils disent clairement, nuire à l'économie camerounaise. Et ils y arrivent. Ils y arrivent parce que avoir les réseaux sociaux, les images des morts, les images, même si parfois sont des fakes, ça ternit l'image du Cameroun, et vous imaginez touristiquement. Et qui souffrent. Mais c'est l'objectif. C'est les Camerounais qui souffrent. Ils vivent tranquillement à Paris et ils font souffrir les autres pays. Je ne réponds pas à cet aspect de ta question. Je répondais à l'aspect de est-ce que ça nuit. Bien sûr. Je répondais à la question de quel est le message qu'ils veulent passer. Eux, ils veulent nuire au gouvernement, et ils utilisent tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils ont comme moyen pour nuire. Donc, est-ce que ils veulent nuire au gouvernement? Ils veulent nuire économiquement au gouvernement. Ils disent qu'en manifestant, en criant tous les jours, on va parler du Cameroun et notamment de ce gouvernement. Et c'est ce qui arrive à l'Assemblée nationale encore. La bourgeoisie locale continue sa vie, ça ne rêve rien. En fait, je ne répondais pas à cette question-là. Je répondais à l'aspect, est-ce que ça porte? Si ça porte. Non, l'objectif, c'est de... nuire à l'économie et au gouvernement. C'est de restaurer la démocratie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'objectif avancé, dans ce qu'ils disent, c'est en général, c'est ça, c'est des opposants qui sont là pour dire qu'eux, ils veulent apporter la démocratie. Et pour eux, ils veulent d'abord, ils le disent toujours, ils veulent d'abord
Et ils vont Ils dire veulent d'abord le départ. un État nul Ils économiquement. veulent d'abord Non, le départ du président de la République en place. C'est eux qui le veulent, hein, c'est pas moi. Oui, Donc sûr, eux vous ils disent clairement que si on va, parce que je leur ai interpellé sur un plateau télé au Cameroun, j'ai dit clairement en tant que fondateur d'une plateforme l'Union des Camerounais d'étrangers, j'ai dénombre près de 60 000 Camerounais en France en situation de voter, donc un titre de séjour. 60 000, on a eu moins de 1000 inscrits et moins de 600 votants. Donc c'est absurde par rapport au nombre de Camerounais. Donc quand je leur interpelle, ils disent bon, écoute, ça sert à rien. Militairement, c'est acquis. Si on va aux unions, on connaît qui va gagner. Donc nous, il faut faire comme les anglophones. C'est ce qu'ils disent tous les jours. Est-ce que la prochaine question, c'est-à-dire que là, on est face à un groupuscule, finalement, qui confisque toute une diaspora, parce que derrière, effectivement, en posant ce type d'acte, aujourd'hui, on est en droit de s'interroger réellement sur leur motivation. C'est-à-dire que cette violence, finalement, c'est pourquoi ? Si ce n'est qu'effectivement, vous l'avez dit vous-même, c'est nuire à l'économie du Cameroun, mais c'est embêter les autres citoyens. Une autre question, avant qu'on passe la parole quand même à Maître Charlie Coyou. L'ambassade en ce moment est fermée à Paris. Ouais. Alors, pour prendre les visas, comment est-ce que font les citoyens? Les actes d'état civil. Pour l'instant, pour les immigrés qui sont venus chercher leur vie, chercher leur pain, comment font-ils? Émile, je veux dire, ce sont des questions il faut simples. que je rassure Émile, je ne suis pas, bien sûr. je ne suis pas porte-parole des manifestants, mais je voulais aussi rappeler moment, je pense que l'action collective doit être compatible avec. On doit penser aux plus faibles dans tout cela. Si leur combat est légitime, c'est parce qu'il a vocation à servir les plus faibles. Si les plus faibles sont lésés par leur action, alors leur action, la fin de leur action est tout de suite inutile. Pour lever toute équivoque, je condamne, j'ai toujours condamné, mais vraiment, le saccage de l'ambassade du Cameroun. Vraiment, je ne suis pas porte-parole de la brigade anti-sardinage. Je dis ce que je vois, ce que j'observe et les objectifs qu'ils se sont fixés. En France, en ce moment, on a le mouvement des Gilets jaunes. On a 65 millions d'habitants en France. Il y a moins de 500 000 Français Gilets jaunes chaque samedi dans la rue. C'est des dégâts énormes. C'est 30 millions d'euros sur l'économie française. Les Français n'ont pas manifesté à l'étranger. Les Français qui sont au Cameroun n'ont pas décidé de Je saccager. répondais à la question de mon frère Émile pour dire que, voilà, en France, on a moins de 500 000 Français qui nuisent à 65 millions de Camerounais. Les réseaux sociaux, moi, je l'ai souvent dit, c'est la dictature des minorités. Mais qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, on l'a. Et donc, en attendant de s'y adapter, qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement en face doit trouver. Excellent point. Si. Il doit encadrer cela. Doit encadrer cela. C'est pas moi, citoyen. Moi, je constate, le constat est là. On a 10 personnes parce que les porte-parole de la brigade anti-sardinat aujourd'hui, ils sont 10 et ils animent la toile de lundi à lundi, de 6h à 6h parce que ça va avec le décalage horaire. Quand il fait nuit en France. Quand même que la brigade anti-sardinat s'en prend beaucoup plus aux artistes. Là, on touche finalement à la promotion de la culture camerounaise au-delà des frontières. Et donc, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que là, on n'est plus uniquement face à des opposants qui disent qu'ils veulent s'attaquer au système politique, mais on est évidemment dans une dérive, un peu comme les combattants, avec les combattants de la Ils ne s'attaquent pas à tous les artistes. Ils s'attaquent aux artistes c'est eux qui le disent, aux artistes qui ont chanté pour la gloire du chef de l'État. Alors, admettons qu'ils s'attaquent à ces artistes-là. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être artiste de l'opposition ou artiste du gouvernement? Bien sûr, être partisan. Est-ce que finalement, on n'a pas le droit d'être citoyen? C'est une question qu'on a le droit de se poser. Vous voyez, c'est un peu la limite de tout cela. Avant qu'on continue, juste un dernier mot, parce que Francis, vous devez nous quitter. Un dernier mot avant de passer à la dernière partie de cette émission, où là, nous aborderons bien évidemment les conséquences sur le plan économique, vous l'avez dit, mais également sur le plan juridique. Moi, j'ai entendu, pas des Camerounais, mais des gens du Gabon, du Congo-Brazza, dire nous manifestons de façon violente en France parce que c'est la France qui a aidé à mettre en place M. Sassou Nguesso et M. Bongo. Et donc, nous, on manifeste de façon violente pour que la France nous débarrasse des personnes qu'elle a installées à la tête de l'État chez nous. En dépit de cet argument, parce que c'est vieux comme le monde, l'histoire de la violence révolutionnaire qui est tout aussi justifiée que la violence d'État. Ça date pas de maintenant, c'est vieux, depuis qu'il y a eu la philosophie, tout le monde en a parlé. Je peux comprendre ça, mais je suis persuadé que le dernier des combats, la mère des combats pour parler comme quelqu'un, ça se passera au pays. Et c'est au pays qu'il faut organiser des réseaux, et au niveau également des réseaux sociaux, c'est au pays qu'il faut conscientiser les forces sociales, les syndicats, les partis politiques, la jeunesse, pour se mobiliser et pour débarrasser le pays
au besoin par la voie des urnes de nos chefs d'État qui tendent à perdurer. Ce n'est pas normal qu'il y ait un chef d'État d'Afrique centrale aujourd'hui qui ait 40 ans de pouvoir, qui est arrivé au pouvoir en août 1979, où la plupart des gens de son pays n'étaient pas nés. Vous trouvez ça normal? 40 ans de pouvoir. Et c'est pas normal du tout. Vous voyez, et c'est pas normal ce qui se passe au Cameroun, c'est pas normal ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Donc, à un moment donné, il faut laisser la place à la jeunesse. Très bien. Merci beaucoup, Francis Kapindé. Je rappelle que vous êtes journaliste politique et professeur à sciences politiques. Je vous propose de regarder donc ce petit extrait. Nous avons reçu sur ce plateau Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, qui est lui chef de la division Afrique centrale de l'ONG Internet sans frontières. On fait le rapport ici entre les cybercombattants, les africtivistes et puis le passage à l'acte. Diaspora et violence, quel regard? On ne pouvait pas aborder cette émission sans revenir sur les réseaux sociaux. On a parlé de cybercombattants, on va également parler d'africtivistes. Vous, je rappelle Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, que vous êtes chef de la division Afrique centrale de l'ONG Internet sans frontières. Vous êtes activiste politique basé à Paris. Comment expliquer un passage à l'acte? J'explique, c'est-à-dire que quand on est actif sur les réseaux sociaux, on décide d'aller saccager une ambassade ou alors une représentation diplomatique. Est-ce que vous condamnez ces actes? Je ne condamne pas un acte, je vais comprendre l'acte. Je vais toujours comprendre pourquoi un citoyen décide d'aller saccager cette ambassade. En réaction de quoi? Parce que cette colère qui s'exprime, qu'il soit sur les réseaux sociaux ou dans la réalité, parce que n'oubliez pas, les réseaux sociaux n'est que le reflet de la réalité. Donc, ce qui permet aujourd'hui de rendre visible par un nombre croissant de personnes ce qui est invisible. Ce n'est pas aujourd'hui et ce n'est pas après l'arrivée de l'Internet et de digitalisation que les gens ont attaqué des ambassades. Beaucoup des ambassades ont été attaquées, dont même l'ambassade du Tchad, des manifestants en colère par rapport à quelque chose d'inacceptable qui s'est passé au pays. Donc les gens réagissent. Réagissent où? L'ambassade. L'ambassade, c'est ce qui représente le pays. Donc maintenant, il faut maintenant demander pourquoi et comment faire pour que on n'en arrive pas là. Comment faire pour que les gens qui gèrent cette plateforme puissent réguler ces informations ou ces actes qu'on pose sur les réseaux sociaux? Quel est l'impact qu'il a, ces actes-là sur les autres citoyens ou sur les autres, ou sur l'opinion publique? Pour moi, je ne condamne pas, mais j'essaie toujours de comprendre la légitimité de la violence, parce que toute violence n'est pas illégitime. Il y a des violences légitimes. Maintenant, l'expression de cette violence, qu'il faut le comprendre et qu'il faut le réguler. Très bien. Quand même, une question. Quand on va saccager une représentation diplomatique, après qui paye? Puisque vous parlez effectivement d'exprimer sa colère sur les réseaux sociaux, en sachant que les réseaux sociaux peuvent exacerber certaines colères. Qui paye finalement? C'est le contribuable qui paye. C'est le contribuable. Est-ce que vous pensez que finalement, quand on va dénoncer une autorité ou quand on veut dénoncer quelque chose, en allant saccager donc ce passage à l'acte, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la résistance uniquement numérique, mais on s'attaque de façon physique, finalement, qui paye réellement? Est-ce que vous pensez qu'en face, ils l'entendent? En fait, il faut dissocier les deux choses. Le fait de la violence et le fait d'utiliser une plateforme. C'est deux choses très différentes. Si on condamne l'acte, même si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, on le condamnera. Même si on n'est pas d'accord, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sans les réseaux sociaux, on n'est pas d'accord. Maintenant, il ne faut pas condamner il faut pas condamner Internet, il ne faut pas condamner les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne font que amplifier ou diffuser quelque chose qui aurait dû l'être autrement. Mais est-ce que donc c'est un outil qu'on utilise. Vous mettez le doigt quand même sur la dérive des réseaux sociaux, parce que vous vous rendez compte que des manifestants filment directement leurs actes violents. N'oubliez pas que des policiers filment leurs actes violents, qui tirent sur des manifestants, qui assassinent des manifestants pacifiques. Aussi cela. Donc, non, mais madame, il faut condamner la violence d'où qu'elle vienne. Qu'il soit du côté des autorités ou du côté des manifestants. On n'est pas uniquement condamné quand ce sont les manifestants qui utilisent ces outils pour exprimer leur colère, mais ne rien dire quand du côté des gouvernants qu'ils le font. On a vu des policiers utiliser leur téléphone, filmer les violences qu'ils font sur les manifestants. Donc pour moi, de quel côté qu'il soit, on doit se mobiliser pour assainir l'espace public,
pour assainir l'espace public aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'espace réel à l'extérieur physique. Aujourd'hui, l'espace numérique est devenu aussi l'espace public, l'espace où les citoyens peuvent exprimer leur opinion, produire des témoignages. Donc maintenant, comment on doit faire? Nous, du côté des organisations de défense numérique, qu'ils soient du côté des fournisseurs d'Internet et des autorités de régulation de l'administration, nous devons travailler ensemble afin que des contenus qui peuvent impacter sur le citoyen ou qui peuvent diffuser de la haine, qu'on puisse le réguler et le retirer quand il le faut. Mais on ne peut pas uniquement dire parce que des manifestants ont saccagé une ambassade, donc on doit condamner les réseaux sociaux parce que ça mène à la haine. Non. Moi, toute source de violence doit être condamnée et Internet, c'est là où je dis, pour nous les Africains, cet outil est fondamental. Cet outil permet aujourd'hui... ma compréhension de la chose m'a amené à voir que depuis la pénétration d'Internet en Afrique, ça a permis d'un côté de détribaliser la politique, de détribaliser le débat. Et ça a permis de mettre en connexion des citoyens qui ne se connaissaient pas, qui étaient complètement isolés les uns des autres, enfermés dans leurs trucs régionalistes et religieux et ethniques. Maintenant, comment on doit faire, nous, pour tirer le bon côté de cet outil? Alors, dernière question, oui. Parce que je rappelle que vous allez nous quitter. La place des fake news, l'instrumentalisation, la manipulation, parce que sur Internet aussi, on a vu émerger beaucoup de fake news. On voit des images passer qui ne sont pas du tout des images qui correspondent notamment à un pays. Comment est-ce que vous, au sein de votre ONG, justement, vous travaillez à faire la pédagogie? En fait, c'est sur 3 axes. D'abord, les fake news, en fait, ça a toujours existé. Ce sont les rumeurs. Maintenant, la seule chose que Internet a fait, c'est que c'est de démultiplier la capacité de diffusion de ces fake news. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la première des choses, c'est qu'il ne faut pas considérer Internet un danger parce qu'il y a des fake news. Il faut combattre les fake news. Non, mais c'est un facteur dont il faut effectivement... Il faut combattre. Comment il faut le combattre? D'abord, les intéresser. Il faut faire une éducation, parce que l'éducation est très importante. L'éducation pour que les citoyens ne puissent pas croire tout ce qu'ils voient à la minute près. Il faut donner les moyens à ces citoyens de pouvoir de fact-checking. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des outils qui permettent aujourd'hui de vérifier des images, des vidéos. Amnesty International a mis en ligne cet outil. On peut prendre des vidéos et mettre le lien et on saura d'où vient cette vidéo. Aujourd'hui, permettre aux citoyens de pouvoir de faire des recherches. Ça veut dire, s'il y a une information, on cherche des sources fiables. Ça veut dire que est-ce que des médias principaux en ont parlé? Est-ce que des sites sérieux en ont parlé? De ne pas prendre à la lettre tout ce qu'ils le disent. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, du côté des fournisseurs d'Internet, l'idée, c'est de pouvoir travailler énormément pour avoir des nettoyeurs. C'est-à-dire des nettoyeurs qui permettent aujourd'hui de supprimer des commentaires haineux, de supprimer des insultes, de supprimer des harcèlements, même localiser et même poursuivre des gens qui font ces insultes. Comme dans la vie réelle. Aujourd'hui, tu fais de la diffamation, on te poursuit. Tu fais de la diffamation sur Internet, on te poursuivra. Du côté des États, c'est de pouvoir aussi travailler dans l'éducation et de ne pas non plus utiliser cet outil-là comme propagande. Parce que beaucoup des États utilisent aussi ces outils pour faire de la propagande, faire des fake news, et ce qui décrédibilise énormément cet outil. Donc, ensemble, citoyens, fournisseurs d'Internet, les États et les organisations de défense des droits numériques, on doit travailler ensemble pour rendre cet outil-là plus utile pour nos sociétés qui sont en train d'aujourd'hui rentrer dans ce monde de façon fracassante. Et si on ne maîtrise pas ces outils, on n'en aura que les effets négatifs. Et le dernier message que j'envoie à nos gouvernants, c'est qu'il faut absolument qu'ils investissent énormément pour pouvoir maîtriser ces outils et pouvoir tirer le meilleur de ces outils, parce que ces outils façonneront le monde de demain. Ces algorithmes vont gouverner le monde de demain. Et si nos citoyens ne sont pas à jour, et on sera les exclus du monde de demain. Donc, ne considérez pas Internet comme un danger, mais plutôt comme une opportunité de pouvoir rattraper nos retards. Très bien, merci beaucoup Abdelkerim Yacoub Koundougoumi. Je rappelle que vous êtes chef de la division Afrique centrale de l'ONG Internet sans frontières. Vous êtes également activiste politique tchadien. Merci encore. Vous êtes donc contraint de nous quitter. Nous continuons cette émission avec les prochains invités. Merci pour votre invitation et c'est un honneur d'être sur votre plateau. Voilà.
à la fin de l'entretien qu'on a réalisé un peu plus tôt dans ce plateau avec Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, donc qui est chef de la division Afrique centrale de l'ONG Internet sans frontières. Retour sur ce plateau donc avec mes 3 invités. Charlie Kouarou, je rappelle que vous êtes avocat à la Cour de Paris. Bienvenue, vous avez suivi ce débat sur toutes les violences, comme elles se manifestent aussi dans les autres diasporas. D'abord un retour sur les faits et puis évidemment un peu comment se manifeste ce phénomène social. Il y a eu beaucoup de rumeurs, mais je rappelle que vous êtes là d'abord par votre profession. Première question, à qui profite le crime? Quand on rentre dans une représentation diplomatique et qu'on saccage, qu'est-ce qu'on risque? Qu'on soit citoyen camerounais, par exemple, uniquement. Alors, très bien. Il faut effectivement interroger les conséquences de ces violences. Déjà, toute violence, sous quelque forme qu'elle soit, doit être condamnable. Alors, s'il faut parler des conséquences de ces violences, on peut l'envisager sur le double plan pénal et diplomatique. Sur le plan pénal, effectivement, l'article 322, les dispositions de l'article 322, alinéa 1 et 2 du Code pénal français repriment toute dégradation, détérioration ou destruction de biens. Ceci avec une circonstance de gravité lorsque ces destructions ou ces infractions sont commises dans un lieu public, notamment au sein d'une ambassade. Et lorsqu'il s'agit effectivement d'une violation, d'une destruction des biens, on encourt effectivement une peine de prison de 2 ans avec une amende de 30 000. Alors, lorsqu'il s'agit des infractions commises dans un espace comme l'ambassade du Cameroun, la peine peut aller jusqu'à 10 ans avec 150 000 euros d'amende. Ça, c'est ce qui est prévu par les textes. Alors, je voudrais souligner que nous sommes au lendemain, effectivement, d'une commission d'infraction où je ne vais pas me précipiter à me prononcer sur le cours des choses, puisque, effectivement, l'État du Cameroun, il me semble, a ici engagé, effectivement, des poursuites. Une procédure, tout à fait. Une procédure, donc, voilà, pour établir des responsabilités. Ce qui me frappe, effectivement, c'est l'autre aspect, effectivement, des conséquences de cette violation, de cette violence, cette dégradation sur le plan diplomatique. Je voudrais, effectivement, puisque généralement les journalistes ont l'habitude de faire une certaine confusion. S'il est vrai que depuis le 19e siècle, en fait jusqu'au 19e siècle, il y avait un droit coutumier qui consacrait l'extraterritorialité d'une ambassade ou d'une représentation diplomatique. Aujourd'hui, avec la Convention de Vienne depuis 1961 sur les relations diplomatiques et consulaires, une ambassade n'est pas un élément du territoire national. Justement, ça tombe très bien parce qu'effectivement, nous, on a entendu, en tout cas un peu partout, sur les réseaux sociaux, encore les fameux réseaux sociaux, que le Cameroun, l'ambassade du Cameroun à Paris était une représentation du territoire donc, du Cameroun et que de fait, c'était l'État du Cameroun en France. C'est cette confusion effectivement qui est entretenue dans les réseaux sociaux et tout, et je vous précise que c'est un droit coutumier qui effectivement prend fin au 19e siècle. Mais au jour d'aujourd'hui, ça dit que depuis la Convention de Vienne, de 1961 sur les relations diplomatiques, une ambassade n'est pas un élément du territoire national. Elle est effectivement sous la protection de la Convention, donc elle est régie par les relations diplomatiques, et notamment l'article 22 de la Convention de Vienne protège la violation d'une ambassade, d'une représentation diplomatique. Et je précise bien que le Cameroun fait partie effectivement de cette convention. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer, mais toujours est-il qu'on en viendra effectivement à établir les responsabilités. D'accord? Et sur le plan diplomatique, la question que je me pose, étant donné, puisque j'ai quelques informations qui restent à vérifier, mais je sais, j'ai vu quand même passer une correspondance des autorités diplomatiques qui avaient saisi ou informé les autorités françaises sur ce qu'il devait y avoir une manifestation au sein de l'ambassade. Et je n'arrive pas toujours à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu ces laissés-faire. Ce débordement. Ces débordements et ces laissés-faire, d'autant plus qu'il y avait une présence effectivement des policiers sur place. Et là, je m'interroge.
effectivement, lorsqu'il y a cette défaillance sur le plan diplomatique, puisque je précise que, conformément à la Convention de Vienne, il appartient à l'État accréditaire, c'est-à-dire l'État hôte, donc l'État français, voilà, de prendre toutes les dispositions pour protéger effectivement les relations diplomatiques. L'ambassade du Cameroun en France. Donc, d'où effectivement envisager ou bien analyser les conséquences sur cet aspect. J'ai cru entendre que c'est vrai que ça a été démenti, hein, que l'ambassadeur du Cameroun, de la France au Cameroun a été appelé, mais bon, il y a eu un démenti, il y a eu un contact, c'est-à-dire que pour résoudre ce problème, maintenant, je ne sais pas, ça concerne les relations entre États, c'est des relations diplomatiques, mais toujours est-il que ça a quand même des conséquences et ça va se résoudre entre États. Maintenant, sur le plan, comme on l'a dit, sur le plan pénal, purement pénal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ambassade n'est pas un élément voilà, territorial, donc c'est une représentation diplomatique, c'est situé maintenant sur le territoire français. La commission de l'infraction a eu lieu sur le territoire français. On doit pouvoir établir effectivement les auteurs, la responsabilité. Ça veut dire que normalement, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, aujourd'hui, effectivement, l'État camerounais peut demander des comptes à l'État français de ne pas avoir protégé... Effectivement, ça c'est sur le plan diplomatique. Maintenant, sur le plan pénal, naturellement, l'État du Cameroun, qui est victime, il faut dire, doit donc intenter effectivement une poursuite sur la base de cette infraction voilà, commise en violation du code pénal, et parallèlement, il doit se constituer partie civile, puisqu'il y a eu des dégradations, il y a des réparations, des dommages qui doivent être faits. Donc là, on attend encore que les responsabilités soient établies. Alors, pourquoi je précise ça? Puisque je pense que la confusion peut être entretenue au niveau du Cameroun. Puisque quand j'entends, effectivement, après, je n'ai pas vérifié, que l'un des chefs d'incubation du leader du MRC, Professeur Camto, c'est d'avoir effectivement, je ne sais pas, participé ou de près ou de loin, ou bien d'avoir soutenu, ou bien, incité effectivement, une insurrection au niveau de l'ambassade du Cameroun, ça m'étonne. Alors, pourquoi retenir ce chef d'incubation? Est-ce que ce n'est pas pour, effectivement, s'arroger cette compétence de l'État camerounais pour réprimer les infractions qui sont passées sur le sol français? Mais toujours est-il, je dis, l'enquête est en cours, on doit pouvoir, dans les temps à venir, établir les responsabilités, et puis voilà. Et s'il s'avère effectivement que les auteurs sont connus, ils encourent effectivement ces peines qui sont prévues par la loi. Et puis c'est l'État français, en fait c'est la justice française qui se doit donc de mener cette procédure. Très bien. Dernière chose. Oui. Pour revenir à Maître Kouaoui, sur le plan diplomatique, le lendemain de ces faits, le lundi, l'ambassadeur, le ministre des Relations extérieures, M. Mbelambela, a convoqué immédiatement les ambassadeurs de France au Cameroun et l'ambassadeur de l'Allemagne au Cameroun. C'était clair, pour demander des comptes. Parce que, bien sûr. Voilà, ça a été officiel. Et le Quai d'Orsay, via son porte-parole, a refusé le terme convoqué, a évoqué une rencontre. Mais l'État du Cameroun était clair. Nous avons convoqué. C'est le communiqué officiel après l'entretien. Et à l'ambassade, j'ai vu la police française identifier les empreintes, travailler. Et j'ai aussi vu la police camerounaise, l'État du Cameroun a déployé des enquêteurs camerounais qui sont venus et qui sont en train de travailler. C'est pour ces raisons justement que l'ambassade du Cameroun met assez de temps à s'ouvrir, parce que et la police française a prélevé, la police camerounaise est en ce moment aussi en train de prélever les indices, en train de mener une enquête. Donc d'accord. Avant-dernière question à vous trois, messieurs. Il y a une thèse qui circule fortement en disant qu'effectivement, est-ce que ce n'est peut-être pas aussi d'une certaine façon la volonté de la France, c'est peut-être une thèse complotiste, de déstabiliser l'État camerounais? Maître, je sais que vous rigolez, mais est-ce que ce n'est pas une thèse finalement qu'il faut aussi mettre sur la table? C'est vrai que je ne vais pas peut-être m'avancer sur ce terrain, je laisserai peut-être le son à Émile donc de nous édifier là-dessus. Tout ce que je vais dire, c'est que mon sentiment, ça dit au-delà du droit, hein, c'est qu'il y a vraiment un fait générateur sans doute, il y a un fait générateur de toute cette violence, et ainsi de suite, et c'est un fait générateur qui est aussi bien visible sur le plan politique, social, économique, ainsi de suite. On sait qu'effectivement, nul ne peut démentir qu'il y a une certaine souffrance au Cameroun, et puis c'est à l'occasion d'une manifestation contre un certain nombre de revendications, l'inversion de l'État, puisque voilà, ça ne va pas très bien au Cameroun, ça c'est sûr.
au-delà du droit, il y a un fait générateur qu'il ne faut pas négliger. Et la responsabilité, effectivement, appartient aux autorités camerounaises qui se doivent, effectivement, de prêter attention, d'ouvrir des oreilles et puis d'organiser les conditions d'un véritable dialogue et surtout réunir les différents acteurs, hein, que ce soit de la société civile, politique, religieux, pour pouvoir résoudre ce problème, puisque c'est mais bien... le problème se passe en France, c'est-à-dire qu'en France ou à l'étranger, en Belgique ou en Allemagne, là on est clairement hors du territoire camerounais où il y a effectivement des violences qui sont commises contre nous-mêmes finalement. Oui, mais c'est pour ça que je pose la question, est-ce que même si on arrive à identifier les coupables et de les sanctionner, quelle est la finalité d'une sanction? Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné réfléchir à prévenir effectivement la commission des infractions que d'attendre effectivement la commission pour pouvoir réprimer après? C'est pour ça que je me pose effectivement la question sur le fait générateur. Une fois que c'est identifié, on sait bien que ça va mal, on peut créer des conditions pour de résolution pacifique, effectivement, c'est ça. Très bien. Émile. Alors sur la question du complot, ça m'étonnerait qu'il y ait un complot. Il suffit d'écouter les slogans. Vous ne pensez pas que la France se dit, bon, on laisse faire finalement, c'est des personnes violentes, on les laisse tout saccager, de toutes les façons, nous, c'est pas notre problème. Parce qu'il y a quand même la police qui est sur place, la police a été informée quelques jours avant qu'il allait y avoir des manifestations violentes, la police n'a rien fait, on est quand même en droit de se poser la question un tout petit peu. Alors, sur le cas camerounais, principalement, oui, on peut se poser la question, effectivement. Mais on peut également, mais cette question elle chope tout de suite, du moins on a un semblant de réponse à cette question, dès qu'on regarde les slogans qui sont généralement distillés par ces groupes. C'est à la fois anti-gouvernements locaux, donc Cameroun, Congo, Gabon, RDC, mais c'est également contre la France qui serait le soutien de ces différents gouvernements. Donc très généralement, le président français, ou du moins le gouvernement français, est interpellé et également insulté au cours de ces manifestations par ces slogans. Donc, est-ce que il y aurait une sorte de complot au cours duquel qui inclurait à la fois les insultes adressées au gouvernement français et aux gouvernements africains? Ce serait un peu paradoxal. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'État français en la matière a un double discours. Oui, voilà, une attitude assez paradoxale. Une attitude paradoxale parce que d'une part, elle donne le sentiment de promouvoir des droits, d'accorder la possibilité à ces individus de manifester. Et d'autre part, on n'a pas le sentiment vraiment que... D'ailleurs, c'est très organisé. Si vous regardez ces manifestations, c'est très encadré. Tout est bien fait. Hein. Je veux dire qu'il y a une police qui prévient, les routes sont barrées. Tout est fait dans les règles de l'art. Donc d'une part, on a vraiment... on a le sentiment qu'ils encouragent cela. Mais d'autre part, on a quand même le sentiment aussi que le gouvernement français est insulté au cours de ces manifestations. Donc on ne sait pas très bien. Et là-dessus, vaut mieux... c'est difficile à comprendre dans tous les cas. Sur la base des éléments tangibles dont on dispose, en tout cas. Effectivement, cette question a été posée et en tant que journaliste, j'ai aussi un peu interpellé certains policiers français, certaines autorités françaises en la matière. Et ils nous ont dit, comme ils ont dit à certains responsables à l'ambassade, vous savez, automatiquement en France, quand une association, un mouvement opposant au gouvernement camerounais déclare une manifestation en France, l'ambassade du Cameroun déclare officiellement, automatiquement, autant pour Mokai Doxé, qu'il y a une manifestation contre, et chaque fois on nous a envoyé 2 policiers sécurisés, rien ne s'est souvent passé. Sauf que la brigade anti-Sardina, le CCD, qui sont les 2 grands mouvements qui ont lancé cette manifestation, sont 2 mouvements déclarés en France. Le CCD, Conseil camerounais des étrangers, est déclaré en France avec comme président Wanto. Chaque manifestation, ils déclarent les manifestations, ils ont un parcours donné, et cette fois-là, le CCD avait déclaré, et la BAS, Brigade Anti-Sardina, est déclarée comme association en France. Donc quand elle fait une demande de manifestation, elle a un trajet, et cette fois-là, les autorités françaises, entre guillemets, nous disent en offre que le trajet c'est à Porte de Clignancourt. Donc on est dans le 18e là-bas. Donc ils n'ont pas trouvé utile d'envoyer 2 policiers, et en plus il faut savoir que les autorités policiers en France étaient beaucoup sollicités cette journée-là, puisque c'est un samedi du mouvement des Gilets jaunes. Il y a les policiers qui sont fatigués, il faut relever. Donc ils ont
et les autorités camerounaises et les autorités françaises ont en quelque sorte été surpris parce que le trajet, c'était de Porte de Clignancourt à République. Vous voyez bien que le 16e n'a rien à voir. Bien sûr. C'est juste un groupe qui s'est détaché et a surpris tout le monde. Enfin, très bien. Alors là, effectivement, vous parlez de ces deux mouvements que vous avez suivis. On est quand même en droit de se poser la question. On a les combattants qui viennent de RDC qui, eux, empêchent carrément désormais aux artistes congolais de se produire en France. La raison évoquée pour refuser la production, en tout cas de certains artistes, c'est trouble à l'ordre public. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui que cela arrive pour justement les artistes camerounais? Je suis obligé de rire parce que je comprends pas comment un artiste qui se produit dans une salle de spectacle trouble l'ordre public. Oui, bien sûr, bien sûr, mais ça entraîne des violences. Est-ce que finalement on ne peut pas craindre cela, puisque effectivement, comme Eric le signale, les manifestations sont déclarées, mais sauf que celles-ci dégénèrent en violence, et donc c'est ce qui va se passer. Qui contribue donc à créer bien sûr, des troubles. Qui crée effectivement des troubles. Mais cette stratégie congolaise, la brigade anti-Sargina l'a utilisée pour les artistes camerounais ici, et les spectacles ont été annulés. Je rappelle que ils m'ont trouvé sur leur chemin un moment avec certains compatriotes quand ils ont décidé d'empêcher le spectacle de Bendeka. Nous avons estimé que Bendeka a joué son rôle pour l'opposition. On a estimé qu'il ne pouvait pas être un artiste, entre guillemets, Sargina, comme ils appellent. Ils ont décidé... Et qu'il a le droit d'être pro ou pas, nous, on a dit qu'il a le droit de prester. Ils ont décidé Émile de boycotter le spectacle de Bendeka, sauf que les organisateurs du conseil de Bendeka avaient déclaré la manifestation dans le 92 à préfecture, c'était officiel, police. Ils sont venus, ils ont été la police. Sauf que les gars du mouvement, ils ont envoyé les lettres de voisinage parce que les Camerounais, ils ont des Camerounais qui habitent le département. Les Camerounais qui habitent le département ont écrit à la préfecture pour dire que il y aura menace à l'autre. À un moment, les gens ne savent pas, à 2 jours du spectacle, le spectacle de Bendeka était annulé par la préfecture. Annulé pour justement cette raison. Il a fallu que les gens comme Papa Manu Dibango se lèvent pour aller être garant, pour dire que c'est des affaires politiques. La politique ne doit pas s'immiscer dans la culture. Et la production de l'événement a produit 5 fois plus d'efforts au niveau sécuritaire. Ce n'est que sur ces bases-là qu'on a accordé ce spectacle-là. Et ça n'a pas empêché d'ailleurs qu'ils viennent foutre le bordel. Et heureusement, la préfecture et les autorités, la police étant informées, ce soir, ils ont trouvé Ils ont pris des dispositions. Mais ça n'a pas empêché qu'ils cassent. Ils sont quand même cassés. Bien sûr. Dernière question. On a vu dans les vidéos, on a vu aussi des manifestants congolais s'en prendre au magazine Jeune Afrique. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui que finalement ces manifestants s'en prennent à tous les médias et à toute la société? Ce n'est pas propre en Afrique et au Cameroun en ce moment. En France, il y a le mouvement des Gilets jaunes. De plus en plus, on se rend compte qu'il y a cette défiance envers les médias traditionnels. Ou les gouvernants. Donc moi, aujourd'hui, quand je travaille pour les médias français pour lesquels je suis pigiste, quand on va sur le terrain pour les manifestations, on a des agents de sécurité. Non, on a des agents de sécurité. On a des gardes du corps. Chaque équipe, on a 2 gardes du corps parce qu'on n'est pas les bienvenus, parce que les gens aujourd'hui estiment que l'information est manipulée, l'information qu'on donne n'est pas réelle. Ils préfèrent le live. Et j'ai justement animé à Lille la semaine dernière une conférence pour une association catholique sur la perception du journaliste. Je leur dis, vous vous trompez. Je préfère moi un journaliste PAD, prêt à diffuser, où le journaliste, l'équipe a couvert tout l'événement et après a fait un montage. Pourquoi? Parce qu'il a eu le temps de faire le compte rendu de tout l'événement. Vous couvrez un événement, la perception que vous avez de l'événement sur le live Facebook, c'est l'angle de vue que vous donne celui qui filme. S'il est devant, vous n'avez pas la même perception que comme s'il était au milieu ou en arrière. Donc finalement, est-ce qu'on se pose la question sur l'information est biaisée ou pas? Mais moi, d'ailleurs, à l'ambassade, quand je suis arrivé à l'ambassade, j'étais brutalisé. Il y a certains manifestants qui m'ont accusé d'être un artiste Sargina. La consoeur de la CIATV a carrément été frappée physiquement. Molesté. Donc moi, vous comprenez qu'il y a cette méfiance, cette défiance, autant pour moi, avec les médias traditionnels. Je ne sais pas, mais je demande aussi à nos collègues sur les plateaux, à nos directeurs, de nous permettre d'éduquer la population. Vous savez, ils ne comprennent pas. On a souvent des journalistes, mais il y a aussi des éditorialistes. Et ce que les éditorialistes disent sur nos plateaux ne nous engage pas. Mais sauf qu'au quartier, ils ont l'impression que c'est nous qui l'avons dit. Très bien. Et c'est ça qui est intéressant là-dessus, c'est que très souvent, ces manifestations, ou du moins ces formes de manifestations ou d'actions collectives sont
porteuses en fait des subjectivations, c'est-à-dire que ce sont les propres intérêts des personnes qui les portent qui sont en jeu plutôt qu'une action collective qui intéresse vraiment le peuple camerounais. Quand on va manifester contre un spectacle de Bendeka, on se demande est-ce que ce n'est pas un producteur rival qui est contre le producteur de ces programmes ou un artiste rival. Quand on vient verser un seau d'eau ou quand on arrose un dirigeant, un député ou quand on brûle, quand on met un feu et à ça le domicile d'un détenteur de l'ordre public ou d'un député, d'un élu, est-ce que ce n'est pas simplement une jalousie portée à sa personne, la subjectivation de la haine qu'on a vis-à-vis de cette personne qu'on est en train de transmettre? Donc c'est à la fois une force de ces mouvements d'être actifs, de montrer leur colère, mais c'est une faiblesse de faire en sorte que cette colère se dilue au milieu des subjectivations, au milieu d'intérêts qui sont particuliers à certains individus et qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général, en fait, qui est pourtant supposé être le fondement de leur action. Très bien. Un mot de la fin. Oui, un mot de la fin. Je voudrais qu'au-delà du débat sur... du débat, des commentaires, effectivement, sur... ou bien des conséquences, pour l'instant, voilà, théorie sur le plan juridique et judiciaire, il faudrait que à un moment donné, on réfléchisse effectivement sur des solutions, parce que c'est bien beau de débattre, de commenter, mais il faut qu'on regarde de près la situation de notre pays, puisque tout part de là, puisque, comme le disait Albert Camus, c'est de l'absurde que naît la prise de conscience. Et je voudrais dire qu'il faudrait appeler à la responsabilité de tous les acteurs. Il faudrait que les acteurs politiques de l'opposition puissent effectivement revendiquer, manifester avec beaucoup plus de responsabilité. Il faudrait également que les autorités, c'est-à-dire nos gouvernants, qui puissent effectivement être ouverts et qui prennent de l'audace pour pouvoir résoudre les problèmes les plus élémentaires qui se posent aujourd'hui au Cameroun. Et comme je l'ai dit, vous avez un régime sur les déclarations de manifestation, c'est un régime déclaratif. Vous déclarez une manifestation, vous n'avez pas de réponse, soit on ne répond pas, et vous êtes libre effectivement de manifester, soit on répond, on vous l'interdit. Mais quand vous n'avez pas de réponse, vous pouvez manifester. Sauf que dans ces cas, il faudrait que l'État prenne les responsabilités, c'est-à-dire qu'on mette des forces, des éléments de force de l'ordre pour encadrer des manifestations et s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. Alors, à l'occasion d'une manifestation, je pense que c'est effectivement à la veille de cette manifestation, à mai de la manifestation du 26, que nous avons assisté à ces actes de violence. Donc il y a un fait générateur. Alors comment anticiper ce genre de choses? On sait que les gens qui marchent, il y a des préoccupations, il y a des revendications. Encore une fois de plus, il faut que ce gouvernement bouge. D'accord? Il faut que ce gouvernement bouge, qu'ils essayent de réunir tous les acteurs autour d'une table, qu'on regarde effectivement ce qui ne va pas. Il peut y avoir des efforts sur le plan institutionnel, sur le plan du code électoral. Mais ça veut dire que finalement le gouvernement va bouger parce que des groupuscules auront pris d'assaut une ambassade à Paris. Je veux dire, les citoyens, on est des citoyens camerounais, on est au pays, on est aussi dans les diasporas, mais ça veut dire que parce que justement on se comporte finalement comme des enfants gâtés, c'est-à-dire qu'il faut tout casser. On va pas légitimer cette violence, on va pas justifier cette violence. Mais je pense qu'il peut y avoir quand même un effet contre-productif, ou bien il peut y avoir un avantage derrière quand même. Puisque je pense que l'État ne va pas rester indifférent face à ce qui s'est passé. On va tirer toutes les conséquences. Sur le plan de la répression, bien sûr, mais il faut aussi tirer les conséquences sur le plan des solutions. Mais les personnes de la diaspora vont encore finalement subissent. C'est une image qui est complètement une image écornée désormais. C'est déjà, si vous vous souvenez, c'est vrai que c'est à la fin du débat, mais la diaspora a toujours été considérée comme de l'opposition de fait. Donc est-ce qu'en utilisant justement de la violence, finalement ça ne vient pas confirmer les craintes des gouvernements à l'encontre des personnes de la diaspora? Moi je pense que, bien entendu, mais il faudrait comprendre que à partir du moment où, sur le plan national, c'est-à-dire qu'au Cameroun, la liberté d'expression n'est pas celle qu'on aurait dû attendre dans un État démocratique. Oui, les gens ne peuvent pas parler librement parce qu'à partir du moment où on s'attaque aux institutions, on critique, on sait sur quoi parfois ça débouche. Alors, les Camerounais, puisque lorsqu'on est à l'étranger, ce n'est pas parce qu'on est de la diaspora qu'on n'est pas Camerounais, on ne s'y concerne pas le problème du Cameroun. À partir du moment où ils se trouvent dans un espace
de liberté ou espace de démocratie, ils peuvent s'exprimer, ils s'expriment. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, je pense, qu'ils ont la possibilité, la faculté ou bien beaucoup plus d'aisance, sans aucune forme de crainte, de pouvoir exprimer des choses qu'une fois au Cameroun, ils ne pourraient pas le faire. Donc, je pense que c'est pour cette raison qu'ils ont plus l'habitude de critiquer, voilà, qui sont considérés comme des, à tort ou à raison, hein, comme des opposants. Comme des résistants. Le mot de la fin. Eric. Je voulais rassurer, maître, au Cameroun, la liberté d'expression est une réalité. Et vraiment une réalité, même on est contrairement à ce que certains pensent, même plus que certains grands pays. Mais par contre, on peut se poser des questions sur la liberté de manifester. Oui, c'est autre chose. Mais la liberté d'expression, si on arrêtait les gens pour ce qu'ils disent au Cameroun, c'est que tout le monde est prisonnier en ce moment. Mais la manifestation, quand on manifeste, c'est pour exprimer une quelque liberté, chose. Oui, mais je voulais dire que la liberté d'expression, les gens encore au Cameroun, heureusement, sur les plateaux de télé comme ici, on n'a pas été tendre pour ce gouvernement et personne, je ne sais pas, on sait bien que vous avez des confrères, des journalistes qui ont été arrêtés. Mais la liberté de manifester au Cameroun est un problème. Moi, j'ai toujours contesté, justement. Je me suis toujours posé la question, pourquoi empêcher une manifestation? Franchement, vous avez parfois... Mais parce que c'est des troubles à l'ordre public. Oui, parce il faut justement les frustrations, justement, à force d'en interdire, vous créez des frustrations inutiles. J'ai connu et couvert les émeutes de 2008 au Cameroun. On sait tous comment ça a commencé. Vous savez, l'effet déclencheur, c'est souvent un truc anodin. Voilà, justement. Je veux dire que quand un syndicat se lève, demande à manifester parce qu'ils estiment que, là on a vu au Cameroun, le syndicat des médecins, par exemple, laissez-les manifester. À quoi? Ils ne sont pas 50, ils ne vont pas détruire la ville. Vous leur donnez un parcours, une fois qu'ils ont un parcours, ils sécurisent le parcours, laissez-les manifester. Mais à force de... L'État est garant de l'ordre public. Empêcher un moment, les gens pètent. Ça explose. Émile, dernier mot. Alors, liberté de manifester, c'est peut-être parce qu'elle est, elle n'est pas, il n'y a pas une liberté de manifester que finalement elle s'exprime dans la diaspora. Oui, alors ça c'est le raccourci qui devrait être, qui ne devrait plus exister, du moins au sein d'une certaine classe dirigeante camerounaise. C'est le raccourci qui consiste à dire diaspora égale opposant. C'est ça. Et c'est un raccourci qui est faux, qui devrait être faux parce que le parti au pouvoir a des antennes dans toutes les grandes capitales européennes, est bien représenté et ils font souvent d'honorables scores lors des élections. Donc on ne peut pas dire que diaspora égale opposition ou résistant. C'est simplement une métastase de la peur des anciens résistants des années post-indépendance qui se sont réfugiés dans les années 60 ici à l'étranger, et ensuite une seconde vague des années 90 qui a constitué après le Code, et le Code qui est une métastase des anciens parlementaires de l'université de Yaoundé de l'époque. Donc oui, il y a des opposants. Non, la diaspora n'est pas une diaspora irresponsable. Il faut, à mon avis, travailler, pour parler des solutions, il faut travailler à faire en sorte que la démocratie puisse exister. Diriger n'est pas incompatible avec la démocratie. Et quand on appelle à la démocratie, on en appelle également à la démocratie des deux camps, à la fois des dirigeants et à la fois des opposants. Il est utile, il est intéressant de respecter un peu l'ordre établi, parce qu'il va être très difficile de reconstruire cette image écornée. Il va être très difficile de regagner l'argent qui sera perdu à cause de ces manifestations. Il va être très difficile de faire en sorte que le revendeur du marché Mokolo, qui aura subi les dommages à cause de ces manifestations, rentre dans ses frais. Parce qu'au fond, ce sont ces gains petits qui vont souffrir, qui vont pâtir de ces manifestations. C'est ce qu'il faut éviter. À la fois, d'une part, à la fois de la part du gouvernement, à la fois également de la part de l'opposition. Personne n'a intérêt à cela. Ce qui compte, c'est que le pays aille mieux et que tout le monde aille mieux. Et ça, c'est possible. Ce n'est pas un truc irréaliste. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas assez parlé sur les réflexions sur le plan économique, comme disait Eric. Les investisseurs, effectivement, parce que ça ternit un peu, ou bien ça remet un peu en question, ou bien ça piétine le climat des affaires. Le climat des affaires, mais vous l'avez souligné tout à l'heure en disant qu'effectivement, pour eux, ils ont déjà gagné. C'est un pouvoir de nuisance qu'ils veulent sur l'économie camerounaise, mais on est d'accord, c'est tous les Camerounais qui en pâtissent. Merci beaucoup, messieurs. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. 24 heures auraient été nécessaires pour débattre, tellement le sujet est intéressant. Merci à vous qui avez accepté de venir pour enregistrer cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Rendez-vous à la prochaine.